Déjà, je voudrais rappeler, et le débat que nous voyons ne l'a pas montré, que la position que je porte était une position qui faisait l'union très largement sur tous les bancs de l'Assemblée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui, d'une certaine manière, a fait passer ce combat à l'arrière-plan. Et quand il a repris, il y a quelques décennies maintenant, eh bien, on le voit, des lignes de fracture se sont fait jour qui n'existaient pas à l'époque et qui n'existaient pas non plus dans le monde combattant, et j'y reviendrai. Je vais juste relever quelques incompréhensions qui ont pu avoir lieu dans vos différentes interpellations et interventions. Tout d'abord, certains ont dit qu'il n'y avait pas de différence avec les propositions de loi précédentes. Je tiens quand même à rappeler que dans cette proposition de loi, la grande différence, c'est l'exclusion des condamnés de droit commun et pour espionnage. Et que cette proposition de loi, pour la première fois, cible les 639 personnes qui ont été condamnées pour des faits militaires, selon le ministère de la Défense à l'époque lui-même. Il y a donc là une vraie différence avec toutes les propositions de loi qui ont pu être proposées jusqu'à maintenant, justement grâce aux travaux des historiens. Je rappellerai que ceux qui ont été fusillés en 14 et en 15 n'étaient pas des mutins. Les mutineries, c'est 1917. Je rappellerai, et Mme Bureau-Bonnard l'a dit, le lieutenant Chaplan n'a pas pu être réhabilité, y compris par l'exécutif. Ils n'ont pu, Kader Arif en l'espèce, le secrétaire d'État aux anciens combattants, n'a pu que le déclarer mort pour la France parce que, en effet, cela est du domaine réglementaire. Mais la réhabilitation, n'était-elle pas juste dans ce cas-là ? Et si la réhabilitation était juste pour ce cas, pourquoi pas pour les autres ? Monsieur Thiriot ne souhaite pas que le nom de traître apparaisse sur les monuments. Non, excusez-moi. De personnes justement condamnées apparaissent sur les monuments aux morts. Mais comptons le nombre de communes qui, indistinctement, ont déjà inscrit les noms des fusillés, pour l'exemple, sur leurs monuments aux morts. Combien l'ont été justement sur ceux qui ont été inscrits ? Combien ne l'ont pas été justement ? Nul ne le sait. Ces noms sont déjà sur les monuments aux morts. Pourquoi sur certains monuments dans certaines communes et pas sur tous ? Une injustice de plus qui s'ajoute à l'injustice vécue à l'époque. Ce qui est certain, quels que soient les actes qu'ils ont commis, tous, sans exception, ont été victimes d'une procédure inique et arbitraire. Tous. Pas d'instruction contradictoire, pas d'avocat professionnel, pas de circonstances atténuantes, aucun droit à un recours, aucun droit de grâce. Ces simples faits-là justifieraient la réhabilitation collective. Le fait d'avoir été victime d'une justice inique et arbitraire mérite le fait d'une réhabilitation collective, car aucun de ces jugements ne peut être considéré comme valide. Les plaies, malheureusement, sont encore vives, et ce n'est pas cette proposition de loi qui les rouvre. Ce combat pour la réhabilitation mobilise, et il faut le saluer, de nombreuses associations. La Fédération nationale de la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme et d'autres. Le collègue Corbière citait le message que j'ai reçu d'un descendant de ces fusillés. Donc, les plaies existent, elles sont là, et il faut les fermer. Et pour les fermer, il faut réhabiliter. Il faut réhabiliter. Alors oui, on est 104 ans après la fin de ce terrible conflit, mais il n'y a pas de juste moment pour dénoncer une injustice.
Il faut le faire quand nous avons l'opportunité de le faire. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, il est impossible de savoir s'ils ont failli. Il est impossible de le savoir. Il y a forcément des héros parmi eux. Et comme je le disais, qui peut dire qu'un poilu n'était pas un héros? Au fond, d'une certaine manière, je remercie évidemment les orateurs qui se sont prononcés pour l'adoption de ce texte, mais pour les autres, d'une certaine manière, c'est vous qui choisissez qu'il vaut mieux flétrir le nom d'hommes injustement condamnés que de risquer d'honorer des coupables de désobéissance dans l'horreur des tranchées. Ce faisant, c'est vous qui appliquez un regard d'aujourd'hui aux événements d'hier. Et je voudrais vous citer les propos du brancardier musicien Leleu du 102e régiment d'infanterie. Je le cite. « Je me suis laissé dire qu'après la guerre, des fusillés avaient été considérés comme morts pour la France, ce qui serait une sorte de réhabilitation. Je ne sais si cela est exact, mais quant à moi, je crois sincèrement que beaucoup de ces malheureux sont effectivement morts pour le pays, car c'est la France qui les a appelés, et c'est pour elle qu'ils se sont battus, qu'ils ont souffert là où les menait leur tragique destinée, et ce n'est pas un moment de défaillance physique ou morale qui peut effacer leur sacrifice. J'ose m'incliner devant leur mémoire, jugera qui voudra, à condition qu'ils soient passés par là. » Et je n'aurais jamais osé comparer les combats de 1914 et les OPEX d'aujourd'hui, quelle que soit la valeur des soldats d'aujourd'hui. Car nul, je le pense, ne peut aujourd'hui, en conscience, connaître l'existence des poilus et l'horreur des tranchées. Je me perds. Oui. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est qu'une publicité a été faite sur ces exécutions. Une publicité qui visait au déshonneur et à l'opprobre, qui visait le soldat, mais qui visait également les familles. Je vais citer un passage du rapport d'Antoine Prot. « Dans la société d'interconnaissance des villages et des faubourgs, on savait que le fils un tel avait été fusillé, et la réputation de toute la famille en était entachée, comme s'il avait tué quelqu'un. Certains faisaient honte de leur père aux enfants des fusillés dans la cour des écoles. Leurs parents, leurs femmes, leurs frères et sœurs se sentaient montrés du doigt. La famille tout entière ressentait l'opprobre. Ma grand-mère a subi toute sa vie les sarcasmes et l'opprobre de nombreuses personnes et n'a jamais bénéficié de pension, élevant seule et difficilement sa fille, ma mère, écrit le petit-fils d'un soldat probablement fusillé. » Voilà aussi pour l'honneur de ces familles qu'il est nécessaire de réhabiliter. Et enfin, je conclurai en reprenant la citation du député Aristide Jobert qui s'exclame en juin 1917 à la Chambre dans un débat sur le chemin des dames, et je le cite, « En présence des faits criminels commis par des généraux, la faute de ces soldats devient excusable, sinon inévitable. Quels sont les coupables? On en a fusillé, et je trouve cela épouvantable. On en a fusillé peu, mais c'est encore trop. N'y en eût-il qu'un, ce serait trop. Messieurs, ces coupables, qui sont des victimes, ont droit à la justice, et nous devons nous opposer à ce qu'aucune exécution de ce genre soit désormais consommée. Il est déjà trop tard. Je vous demande, monsieur le ministre de la Guerre, de vous montrer juste. Dans l'ordre du jour que mes amis et moi déposerons, nous demanderons une amnistie pleine et entière pour ces faits. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous demande, comme en 1917, d'être juste dans votre vote.